Salut les gars, bonjour à tous. Bon, bah écoutez, je me présente tout d'abord, je m'appelle Joe, enfin Jonathan, Joe le Toulousain. Donc c'est ma première vidéo, j'aurais aimé commencer dans un autre contexte un peu plus joyeux, on va dire, dans le monde du rugby français. Mais bon voilà, je vais commencer à faire de manière régulière, je pense maintenant, des chroniques, enfin des analyses sur le rugby, donc l'équipe de France ou le Stade Toulousain. Après, je pourrais aussi faire quelques vidéos, je ferai aussi quelques vidéos sur l'équipe de France de foot et certains matchs de Ligue des Champions, voilà, mais principalement sur le rugby. Euh, je, je tenais tout simplement à faire une vidéo, à rendre un hommage à Monsieur Guinoves, parce que, comme vous le savez, enfin voilà, son licenciement a été fait de manière abjecte et je pense que ça a été, voilà, comme certains vont le penser, d'autres non, que c'était une erreur de le licencier tout simplement par rapport à l'homme et par rapport à ce qu'il a fait. Et surtout, je pense pas que ce soit la solution au vu du staff qu'on a mis en place actuellement avec Brunel qui était huitième avec Bordeaux-Bègles, Elissa qui a coulé le jeu des trois quarts du Stade Toulousain, Bruno qui avec le Loup fait pas forcément des miracles, et Bonner qui a jamais entraîné. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, pour en revenir rapidement à son éviction, bon, si vous voulez vraiment savoir en détail ce qu'il est reproché et comment lui a bien tout décortiqué et démonté, vous cliquez Guinoves sur YouTube et vous verrez sa, son interview de France 3 où il explique tout ce qui lui est reproché et ce qui, et ce qu'il en pense et comment il explique que c'était un peu du vent, que le dé était pipé. On a demandé à Serge Chimon, qui a jamais entraîné une seule seconde de sa vie une équipe de rugby, de faire une audite pour essayer de comprendre comment un manager de l'équipe de France pouvait améliorer sa manière de coacher et surtout améliorer les résultats de l'équipe de France. Surtout en parlant avec des patrons, des présidents de clubs, des joueurs, etc. Alors qu'il ne comprend pas grand-chose, hein. Même Laporte avait déclaré je préfère pas en parler à Serge Chimon de rugby parce qu'il comprend rien. Enfin déjà, voilà, on a demandé à une personne qui, je pense, n'avait pas les compétences pour faire ce type de travail, d'audit, et qui, bien sûr, comme il n'appréciait pas Guinoves, comme par hasard, euh, a dit qu'il valait mieux le licencier. Ensuite, bon, voilà, ça c'est juste rapidement pour parler un petit peu de la manière dont il a été licencié. Maintenant, je voudrais expliquer pourquoi je l'aurais maintenu, faire une analyse de son bilan et un petit peu rapidement expliquer, enfin de parler rapidement de ses prédécesseurs et d'expliquer comment lui, l'entraîneur le plus titré de France, du monde au rugby a été, enfin, n'a eu que 33% de victoires. Euh, donc je vais revenir tout d'abord point par point, enfin tout au long de son de son mandat. Donc il reprend une équipe de France, souvenez-vous, au fond du trou avec Saint-André qui avait pris 62-13 contre la Nouvelle-Zélande en quart de finale de Coupe du Monde. Plus de jeu, plus d'envie, plus de talent, plus grand chose quoi tout simplement. Donc il a repris une équipe assez jeune au tout début en 2016 au tournoi Destination. On finit cinquième avec à la clé donc 2 victoires et 3 défaites. Donc on gagne les 2 premiers matchs. Donc contre l'Italie, c'est vrai qu'on a eu chaud, mais on a vu quand même du mouvement, on a vu du jeu, on a senti vraiment qu'il y avait une envie de rompre un petit peu avec le style de jeu de Saint-André. Donc les joueurs ont beaucoup joué à la main, ont pris pas mal de risques au début pour vraiment, comment dirais-je, s'imprégner totalement du jeu de Guinoves. On bat l'équipe d'Irlande qu'on n'avait jamais battue sous Saint-André pendant 4 ans. Une équipe d'Irlande qui nous avait balayé 24-9 quelques mois avant, entraînée par Joe Schmidt depuis 2 ans.
Donc c'est quand même un premier exploit. Et ensuite, on va perdre 3 matchs donc, contre les Gallois, avec un match intéressant malheureusement, valeureux. Un match contre l'Écosse qui a été mauvais par contre, qu'il avait dit lui-même qu'il avait qualifié de faible la prestation française. Et un très beau match contre les Anglais. Malheureusement, les Anglais, cette année-là, et puis toujours maintenant, sont au-dessus du niveau des Européens. Euh, Ensuite, il fait une tournée en Argentine gagnée, donc contre une équipe qui a terminé quatrième de la dernière Coupe du Monde, qui avait mis 43-20 aux Irlandais. Euh, D'ailleurs, qu'on affronte donc le premier match où il y avait les 6 premiers du top 14, parce que je crois que c'était les barrages à cette époque-là. Et donc du premier au sixième, donc des 6 premiers clubs, à ce moment-là, les joueurs de ces clubs-là n'étaient pas sélectionnables. Donc il a dû faire avec une équipe, donc sans les 6 meilleures équipes du top 14. Il perd de 11 points, donc 30-19, avec encore une fois une envie de produire du jeu, une envie de se battre, mais les Argentins étaient quand même au-dessus. Et puis quand il a récupéré donc une partie des Toulousains, donc parce que le 5e et 6e sont sortis, donc il était privé seulement des demi-finalistes pour le deuxième test, et il gagne 27-0. Donc on voit quand même que qu'il y a une nette amélioration à l'espace d'une semaine, simplement en récupérant les barragistes. Et surtout, je le répète encore, la qualité de jeu, l'envie de produire et avoir battu à l'extérieur la dernière équipe qui a fini quatrième du dernier mondial. Donc je pense que ça, on n'a pas beaucoup parlé bizarrement de ce match-là. Ensuite, ensuite, la tournée de novembre 2016 qui pour moi a été la plus belle tournée d'automne que j'ai jamais vue depuis que je regarde le rugby, depuis l'ère Laporte. Contre les Samoa, ces genres d'équipes-là, outsiders un petit peu, on avait toujours tendance à gagner, de 10, 15, 20 points. Contre les Fidjiens, ça se jouait même sous l'Évremont, sous Saint-André, toujours à des scores du style 41-18, 45-20, voilà, toujours. On gagnait sans forcer, alors que là, vraiment, les Samoa, on leur a mis 52-8, vraiment de A à Z, on les a bouffés. On a vu beaucoup d'essais, on a vu beaucoup de jeux, on a vu des relances depuis nos 22 mètres. Voilà, on voyait vraiment le style de jeu de Noves, quoi. Au début, quand c'est bloqué, on envoie les avants qui viennent percuter deux trois fois pour consommer. Et après, on ouvre, on effectue 2 passes dans le dos. Et là, les 3 quarts sont lancés avec beaucoup de profondeur, beaucoup de vitesse et beaucoup d'espace surtout. Et surtout beaucoup de mouvements. Même les piliers, on voyait Antonio à l'époque quand il buvait pas pour 200 € d'alcool, enfin ça, vous avez dû le suivre. Il était très mobile, il bougeait beaucoup, il était percutant. Donc c'est clair que ça a changé la donne. Ensuite, on perd contre l'Australie, je crois que c'était 26, ouais, voilà, 26-24. Avec toujours cette envie de jouer. Et ouais, un très très beau match avec beaucoup d'essais de part et d'autre. Et, euh, et à la fin, on perd de 2 points parce que l'arbitre accorde un essai. Vous serez libre de juger vous-même, mais moi je pense que l'essai australien, le troisième n'était pas valable parce que Koudrani, si vous vous rappelez, aplati en même temps, donc sur la ligne, un peu derrière la ligne, mais en même temps il touche le poteau. Donc le poteau fait partie de la ligne de touche. Euh, donc, euh, donc ça aurait pas dû être accordé, on l'a accordé, ça a coûté 7 points. Mais même sans ça, on aurait pu gagner le match derrière parce que on est mené de 2 points, donc une pénalité ou un drop nous fait passer devant, nous fait gagner le match. Et on est à la dernière minute et il y a une mêlée, euh, une mêlée contre les Australiens où la mêlée australienne se fait emporter. Et, euh, et l'arbitre Barnes aurait dû siffler pénalité parce que la mêlée australienne subissait, il a laissé le jeu alors qu'il aurait pu accorder la pénalité à la France et en 22 mètres en face des poteaux pour Lopez, c'est une formalité quoi. Et on aurait dû normalement, avec un arbitrage je pense juste, après chacun fera son avis, moi je pense sincèrement que le match contre l'Australie, je vais pas dire volé parce que les Australiens sont très bons aussi, mais
Disons qu'on aurait pu le gagner avec un arbitrage plus favorable. Et puis après, on attendait surtout le match, ouais. Contre les Blacks, un an avant, on perd 62-13, faut pas l'oublier, c'est quasiment la même équipe. Et une équipe double championne du monde, donc qui a acquis de la maturité, qui a de l'expérience, qui a des joueurs de très bonne qualité. Et puis on perd 19-24, quoi. Et puis on les a bouffés tout le match, on les a dominés, mais on prend un essai dès le début parce que Nakaitasi, pareil, voilà, des erreurs un peu de jeunesse, d'inexpérience, où il se fait prendre par sa VA sur le ballon en l'air. Et pour cette grossière erreur, sans que les Blacks aient eu à forcer, on prend 7 points. Et rien que ces 7 points-là, si on ne les avait pas pris, comme on perd de 5 points à la fin, déjà ça aurait pu nous faire gagner le match. En deuxième mi-temps, on est mené 10-6, on est sur le point, dès le début peut-être, bon, d'aller marquer un essai en tout début, et la passe de Lopez est interceptée par Barrett, qui va donc Adam, qui va laisser pour inscrire encore 7 points pour les Blacks. Donc tu vois que sur 2 erreurs, on prend 14 points, quoi. Et tous les occasions d'essai qu'on a, un petit en avant sur la fin, on arrête à 2 mètres de la ligne. Voilà, c'est quand même compliqué. Et puis finalement, on finit par perdre, mais même Stevenson, l'entraîneur des Blacks, avait déclaré que l'équipe de France était sur la bonne voie avec Guinoves, qu'il avait vu une équipe qui était très joueuse, qui était de très grande qualité. Donc on finit en 2016 avec quand même un bilan en termes de victoire, vous allez me dire, plutôt négatif, mais quand on regarde le contenu et comment on a joué surtout, et surtout les adversaires qu'on a eu à affronter, parce qu'on a eu à affronter, c'était pas si mal, surtout pour une première année après 4 ans de disette sous l'ère Saint-André. Ensuite, euh, on entame donc le tournoi Destination 2017 face à une équipe d'Angleterre qui restait sur 16 victoires consécutives. Et puis, voilà, encore une fois, on fait un super match. On mène 16-12, il reste 10 minutes. On prend un essai sur la fin parce que, parce que le banc français n'avait pas apporté suffisamment, contrairement au banc anglais, pour maintenir cet avantage au score. Et on a perdu quand même avec les honneurs, quoi. Et après, on va gagner donc les Écossais. Bon, c'était un match un peu haché, c'est vrai, avec beaucoup de fautes parce que les Écossais nous pourrissaient beaucoup les sorties de balles, mais on les bat. Ensuite, on affronte donc c'était qui après? Les Italiens? Non, les Irlandais, ouais. On affronte les Irlandais, donc on joue bien 25 minutes, on mène 6-0. On a un essai refusé pour un léger en avant, mais bon, c'est logique. Et après, on a subi le jeu irlandais et à la fin, on perd que de 10 points compte tenu du match qu'on a eu, quoi. Je veux dire, avec ce qu'on a subi, on perd que de 10 points, c'est quand même déjà un miracle. Et c'est vrai que là, on a été inquiet par rapport au niveau de jeu de l'équipe de France. Ensuite, on se rattrape bien avec l'Italie parce on gagne 40-18. Donc on a envoyé du jeu, on a proposé beaucoup de choses, on a revu un peu des relances de nos 22 mètres, on s'est fait un petit peu plaisir. Et on gagne avec le bonus offensif, ce qui reste convenable, sans non plus avoir été extraordinaire, faut quand même le signaler. Ensuite, on a affronté donc cette équipe galloise qu'on n'a pas battue non plus depuis 5 ans maintenant et qu'on va gagner sur la fin à la centième minute. C'est la première fois dans le monde du rugby qu'on a eu un match jusqu'à la centième minute gagné par l'équipe qui était menée au score. Et ça, c'est Guinoves qui a écrit l'histoire avec l'équipe de France et qui nous a permis d'être troisième après ne pas avoir connu le podium depuis l'année 2011. Donc ça aussi, il a frappé très fort. Donc on voyait qu'il y a une progression entre 2016 et 2017, c'est-à-dire que en 2016, au détriment de certains résultats, on a vu la qualité de jeu. Ça, les observateurs, j'espère qu'ils même ceux qui critiquent Noves ou qui étaient pour son licenciement, j'espère qu'ils comprendront quand même que seront justes, quoi. On avait quand même une
putain, très belle qualité de jeu, quoi. Je veux dire, en 2016, je sais pas, moi, vous avez pas bandé, merde, pendant cette tournée, quoi. Je veux dire, tout le jeu qu'il y avait eu, les Fofana, la Merat, Vakatawa, Nakaitachi, Gourdon, Goujon, Picamol. Oh, ça faisait plaisir de voir une équipe qui joue comme ça, quoi. Et puis bon, après, au détriment d'avoir du beau jeu, excepté le match contre l'Angleterre et un peu l'Italie, je vous l'accorde, on a été troisième. On n'a pas eu tellement la manière, mais on a eu des résultats. Et après, il y a Laporte et Simon qui arrivent et qui disent, déjà en mars pendant le tournoi, enfin vous verrez peut-être l'interview de Guinoves, il a dit que il avait interdit donc à des joueurs du Stade français d'aller manifester contre la fusion entre le Stade français et le Racing. Et, euh, et il avait dit de ne pas y aller. Et bien sûr, Serge Simon a dit que les joueurs pouvaient y aller. Donc déjà, l'autorité de Guinoves a été un peu bafouée. Donc c'est pas la meilleure des choses. Quand on veut vraiment laisser son entraîneur faire progresser l'équipe et mettre en place sa méthode, déjà on ne le contredit pas par rapport à la manière dont les joueurs doivent agir en fonction des situations qu'ils ont de la vie quotidienne, donc d'une préparation, c'est la base. Euh, ensuite, pardon. Ensuite, on a vu contre, contre le tournoi d'Afrique du Sud, donc Simon parle d'une préparation pour aller à Mayotte et à La Réunion. Et donc, Guinoves, sidéré, dit mais part en vacances, on va faire une tournée internationale. Et c'est vrai que ça a vraiment cassé un peu le rythme d'une préparation. Déjà, les joueurs étaient crevés, les faire aller à La Réunion, à Mayotte, pour après qu'ils reviennent en Afrique du Sud, déjà complètement rincés, pour jouer à 6000 mètres d'altitude, contre des Sud-Africains qui étaient en pleine forme parce que c'était la moitié de leur saison, nous on était en fin de saison, avec plusieurs blessures, des joueurs comme Lopez qu'on a préféré mettre au repos, qui était notre maître à jouer. Et forcément, pour moi, c'était même pas étonnant, c'était même pas à prendre en compte qu'on prenne 3 branlés, quoi. C'était, je veux dire, même Laporte, lui, il en a pris des branlés, même Saint-André, même le Lèvremont, quand on allait jouer dans le sud, ils ont pris souvent des branlés. La plus grosse branlée historique, d'ailleurs, qu'on ait pris, c'était contre les Blacks 61-10, c'était Laporte aux manettes. Donc, vous voyez, statistiques, on peut en faire beaucoup, hein. Et ensuite, donc il y a eu voilà, le coup de grâce pour Guinoves, Laporte qui annonce sans lui dire il faut gagner 3 matchs sur 4, alors qu'on joue 2 fois les Blacks, double champion du monde qu'on n'a pas battu depuis 2009, et une fois l'Afrique du Sud. Déjà, quand on dit il faut battre les Blacks, c'est quasiment impossible. Donc déjà, quand tu dis 3 matchs sur 4, c'est très bien, quelque part au fond de toi, que c'est pas réalisable. Et surtout quand il a vu l'état dans lequel l'équipe de France était, il aurait pu quand même au moins dire au moins 2 sur 4, parce que les Sud-Africains, la tournée d'automne 2016, ils n'avaient pas été bons, donc on aurait pensé qu'on pouvait les battre. D'ailleurs, on perd d'un point contre eux seulement. On aurait pu les battre. Et les Japonais, parce que battre que les Japonais, 1 sur 4, ça aurait fait léger, donc oui, 2 sur 4, ça aurait été raisonnable. Tout au moins, en disant, il faut au moins résister ou faire douter les Blacks pour un match. Là, ça aurait été raisonnable. Bon, après, de toute façon, ça a été catastrophique, puisqu'on a tout perdu, sauf un nul contre le Japon, mais c'est comme si on l'avait perdu. Parce que quand tu fais jouer à ce niveau-là une équipe 3 fois contre ces équipes-là en 7 jours, donc les mecs sont complètement rincés. Et donc face au Japon, t'as senti les mecs fatigués et surtout en manque de confiance avec toutes ces défaites, sans vouloir envie de jouer et juste en essayant de gagner par la plus petite des marges, mais ça n'a même pas suffi parce qu'ils n'ont pas le talent nécessaire, je pense. Et donc voilà, et il a été licencié. Mais j'aimerais revenir sur le fait qu'il ait eu quand même 20 blessés. Et d'ailleurs, Steve Hansen disait, moi, si j'ai mon numéro 8 et mon numéro 10, les 2 meilleurs joueurs qui sont pas là, c'est plus la même équipe. Alors imaginez, nous, l'équipe de France, déjà qu'on n'a pas énormément de réservoirs de joueurs d'un niveau international. Si vous enlevez 20 joueurs, si vous enlevez 20 joueurs à l'équipe des Blacks,
20 joueurs importants à l'équipe de l'Afrique du Sud et de ceux du Japon, et que nous, au contraire, tu nous laisses nos titulaires, là, ouais, on aurait pu faire ces 3 matchs sur 4 comme ils voulaient, je suis sûr, quasiment. Peut-être pas les Blacks, mais je suis sûr que l'Afrique du Sud voulait enlever les 20 meilleurs joueurs qu'ils ont, et que nous, tu nous laisses la grosse équipe, et pareil pour le Japon, je suis sûr qu'on même ces deux équipes-là, on les aurait même explosées. Et tout le monde aurait dit, ah ouais, il est fort, Noves. Hein. Faut aussi reprendre un peu les choses dans leur contexte. Parce que vous pouvez pas dire d'un entraîneur, oui, il a tant de pourcentage s'il entraîne telle équipe et l'autre en a tant parce qu'il entraîne une autre. Il faut aussi voir ce qu'il y a avec. Euh, voilà, donc, puis en plus, c'est pas compliqué, ouais, je vais pas revenir là-dessus longtemps, des conditions qui étaient impossibles pour lui de réaliser l'objectif de la porte parce que c'est simple, vous prenez l'équipe qu'on avait lors de la tournée 2016. Donc il y avait quoi? Puis il y avait Cyril Bay, il y avait Guirado, il y avait Antonio quand il était en forme, il y avait Vahama Mina qui était très bon, Maestri parce que là on a testé beaucoup de deuxième ligne, on a testé Gabriag, on a testé Taofi Fenois, on a testé Gedrasiak, il n'y en a aucun qui était à la hauteur, quoi. Il n'y avait que Vahama Mina. Et Maestri, on a beau le critiquer, mais il est bon en touche, il est bon dans les zones d'ombre, il est bon dans les phases de ruck. Et puis surtout, on a vu, enfin moi j'ai revu des vidéos du tournoi 2016 où il était là avec Vahamina, et même pendant la tournée 2016 et pendant le tournoi 2017, pardon. Et je le voyais là, France Pays de Galles, à chaque fois qu'on faisait une erreur, il était là, c'était le vice-capitaine, allez les gars, on y va, on se bouge, on maintient la pression. Il faut toujours des cadres en fait. Je pense qu'on a eu trop de jeunes cette tournée, on n'a pas eu assez de cadres pour recadrer cette équipe et pour les maintenir à un niveau, à un certain niveau quand même. D'ailleurs, il a été capitaine quand Guirado est sorti à la fin du match contre les Gallois. Il parle avec Barnes pour au final, avec le courage et la patience dont il fait preuve, pour remporter ce match à la centième minute. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et après, en troisième ligne, il y avait Gourdon et Picamol qui étaient bons parce que c'est à cette époque-là, pardon, faut dire aussi qu'ils avaient été très bons, eux. Contrairement à 2017 où Picamol a été à la rue concrètement et Gourdon un peu moins bien. Donc c'est ça, il y a de la blessure, il y a de la méforme, il y a de la fatigue. Donc voilà, c'est ça aussi qui justifie. Il y avait Charles Olivon aussi. Charles Olivon, il avait été très très bon et on l'a plus revu depuis. Alors que je trouve que tu vois, c'était le troisième ligne peut-être le plus actif. C'est-à-dire qu'il était très bon en touche, il était très bon ballon en main, il avait même marqué un essai face au Samoa, il grattait des ballons, il plaquait, et puis il était très actif. Je trouve que j'ai adoré Makalu pendant le match le deuxième match contre les Blacks, mais contre le Japon, à part les touches et quelques plaquages, bon, il n'a pas vraiment su tirer son épingle du jeu. Concourrier aussi, c'était un peu léger, alors qu'Olivon quand même, je l'ai trouvé quand même un peu plus un peu meilleur tout simplement. Et puis après, il y avait Machno en forme, il y avait Lopez, surtout le maître à jouer, il y avait Fofana, la Meurade, Vakatawa, Nakaitachi. Alors que là, on avait quoi? On avait des Thomas, Spedding à la rue, Bastaro, Chavancy, Trinduc, j'ai l'impression que bon, il s'est amélioré au pied, mais il a un peu usé. Serein, qu'on a mis contre le Japon, alors que Dupont était très très bon, j'avais trouvé, l'un des rares d'ailleurs. Après, je vais pas faire toute l'équipe, mais voilà, enfin, c'était pas la même chose. Voilà, donc ça c'était un peu pour faire le bilan de Novès. Donc on voit qu'il y avait une amélioration. Et lorsque Laporte et Simon ont été là et qu'il a eu beaucoup de blessures et de méformes, forcément, ça n'a pas été pris en compte. Et c'est pour ça, je pense qu'il a été licencié, quoi. Puis j'aurais même pas envie de parler enfin, du staff qu'on a maintenant avec Brunel, avec Elissal, avec Bruno, avec Bonner, parce que j'espère juste qu'ils feront pas mieux, j'espère juste qu'ils vont se rater, comme ça on saura que le vrai problème ça a été Laporte et pas Novès. Mais ça j'espère qu'on va le voir. Et j'espère il va perdre le procès. Bah, je pense il le perdra de toute façon. Ensuite bah, je voudrais revenir un petit peu sur justement les, euh, les bilans de Saint-André, Lièvremont et Laporte rapidement. Saint-André pour moi il a pas
Bon, y a pas grand chose à dire de lui, quoi. Il hérite d'une équipe championne du monde. Il a fait 3 fois quatrième, une fois sixième derrière l'Italie, quoi. Et puis au-delà de ça, 62-13 contre les Blacks. Et au niveau du jeu, on s'est ennuyé pendant 4 ans. Et tout le monde sait, au fond de lui, tous les présidents de top 14, ils diraient je prends Novès, c'est pas Saint-André, c'est clair, quoi. L'Évremont, il hérite aussi d'une bonne équipe. Et lui, il fait un grand chelem, 2 fois troisième, deuxième, mais il a failli se faire éliminer de la Coupe du Monde au premier tour en 2011, quoi, avec une poule qui était relativement abordable à part les Blacks. Il fait un gros match contre l'Angleterre, les Gallois, on a de la chance. Et il fait un gros match contre les Néo-Zélandais, d'ailleurs, on aurait dû le gagner ce match. Mais encore une fois, l'arbitre nous a fait du mal. Ensuite, ensuite Laporte. Alors là, je vais bien comparer Laporte et Novès parce que je pense que là, on parle des deux plus gros palmarès français. Et on dit que Novès, parce qu'il a tout le temps eu le Stade Toulousain et avec l'équipe de France, ça n'a pas marché alors que Laporte a réussi avec l'équipe de France et avec Toulon. J'aimerais juste dire une chose, c'est que Novès, il a eu 4 générations différentes. Et à chaque fois, il a réussi à trouver des jeunes de 20 ans qu'il a fait jouer ensemble. Et il en a fait toujours des équipes qui étaient championnes d'Europe et championnes de France. Donc c'est pas une excuse de dire ou une raison de dire il a toujours fait le même club. Au contraire, on a souvent vu des entraîneurs faire plusieurs clubs et gagner plusieurs titres avec des clubs différents. Parce que justement, ils n'arrivaient pas à en gagner avec certains, plus avec d'autres, etc. Et quand tu fais plus de clubs, plus d'années aussi, tu as le temps d'en remporter des titres. Et c'est très rare de voir un entraîneur rester aussi longtemps dans un club, parce qu'en général, qu'est-ce qui fait qu'un entraîneur part d'un club? Soit il a une meilleure offre, mais la plupart du temps, et 80% du temps, je pense, c'est que tout simplement, ils sont licenciés, tout simplement. Donc tenir 25 ans, c'est quand même énorme, avec des générations différentes. Il a toujours maintenu ce niveau de jeu, à part à la fin, parce que oui, on va me dire, quand il y a eu de la concurrence, etc. Mais la concurrence, il y en a toujours eu, quoi. Je veux dire, Biarritz, Perpignan, le Stade français, Clermont à l'époque. Et encore, tu remontes plus loin, moi je connais pas très très bien, mais t'avais Béziers, t'avais Auch, etc. Donc il y a toujours eu des grosses équipes en face du Stade toulousain. Et à l'époque, il n'y avait pas tout cet argent, donc c'était dû en fait à la formation du Stade toulousain et aux entraîneurs, vu qu'il n'y avait pas énormément d'argent et tu pouvais pas faire venir je sais pas combien de stars de part et d'autre. Donc c'est logique. Et ensuite, quand il y a eu de la concurrence, oui, d'accord, mais Toulon, quand tu vois l'équipe ils avaient quasiment les meilleurs à chaque poste, le Racing, Montpellier, etc. Un calendrier, un calendrier pas possible. Et puis surtout, le Stade Toulousain, lui, avait eu des problèmes d'argent, donc il n'arrivait pas à rénover son équipe parce que il faut un minimum de moyens pour pouvoir rénover son équipe et rester compétitif, tandis que les autres, ils font un bond en avant. Et à chaque fois qu'on voulait recruter un joueur qui pouvait nous améliorer, à chaque fois on voit directement le meilleur exemple là c'est Facundo Isa, il devait aller à Toulouse et Toulon a aligné plus d'argent et il est parti à Toulon, voilà c'est tout. À chaque fois que nous on pouvait avoir un bon joueur et améliorer l'équipe, une autre équipe qui avait plus d'argent alignait l'argent et on perdait un joueur comme ça. Donc là aussi on peut dire que le Stade Toulousain, même si on dit c'est le plus gros budget, c'est juste qu'il a un effectif à chaque fois à rénover, surtout au rugby, hein, il faut recruter chaque année 4, 5, 6, 7 joueurs. Et nous, on recrutait à chaque fois des mecs un peu bas de gamme, quoi. Donc c'est normal. Et maintenant, on l'a vu, hein. Jerigo Mola, c'est pas un excellent entraîneur. Pourtant, on a, on a, on est sixième parce que on a fait venir des mecs comme Dupont, comme Holmes. Il y a Ntama qui est sorti du centre de formation, Jarod Poy, Louis-Benoît Madol, Faomina, Lucas Pointu, Thomas Ramos, Colby. Donc on voit que ça, déjà rien qu'avec ça, on voit qu'il y a une amélioration. Donc si on cesse de à chaque fois amener 5-6 joueurs de ce calibre-là à chaque année, on s'apercevra que même Toulouse pourra remonter parmi l'élite. Et j'en doute pas qu'à ce moment-là, s'il y avait Guinoves qui aurait la bonne idée de revenir au Stade Toulousain, il serait capable encore de rafler un titre, ou deux, ou plus. Euh, ensuite, et pour revenir, voilà, pour comparer vraiment de manière honnête les bilans entre Laporte et Novès, faut savoir que Laporte, bon, il a gagné plusieurs fois le tournoi des Destination, etc. Mais l'Angleterre,
l'Écosse, l'Irlande, les Gallois et même l'Italie entre 2003 et 2007, leur niveau c'est quoi? L'Irlande et les Gallois, ils ont même pas passé le premier tour de la Coupe du Monde 2007. Les Anglais, pendant 4 ans, ils étaient même derrière les Irlandais et les Gallois, souvent au classement du 6 Nations, ils étaient complètement à la rue. Et ils se sont bien préparés pour la Coupe du Monde. Il y a Wilkinson, Robinson qui sont revenus et ils sont arrivés en finale. Ils nous ont même battus alors qu'on avait une meilleure équipe que eux. On était chez nous et on a perdu contre eux dans notre Coupe du Monde. Chez nous. Alors qu'ils avaient une moins bonne équipe, quoi. Tout le temps, ils les a massacrés. Et bien sûr, quand il y a une Coupe du Monde, là où on attend vraiment l'équipe à son top niveau, eh ben on n'est même pas foutu de les battre. Alors que l'Afrique du Sud, en phase de poule, leur met 36-0 et en finale 15-6 sans trop forcer en maîtrisant le match, quoi. Et on perd 2 fois contre une équipe d'Argentine qui a pris 37-13 en demi-finale contre les Sud-Africains. Donc on était très loin du niveau des champions du monde. On bat les Blacks sur un an avant, faut le rappeler. Et après on bat quoi? On bat la Géorgie, Namibie et l'Irlande qui a même pas passé le premier tour. Donc on a fait une coupe du monde très moyenne en termes de qualité de jeu et de résultats. Alors que ça faisait 8 ans qu'il était là et qu'on était chez nous. Alors les 66% de victoire là, la porte quand je vois ça par rapport à Guinoves, là je peux vous dire que en faut un peu quoi. Parce que surtout quand on voit l'équipe qui avait la porte, dont la moitié, ou le tiers minimum, 40%, étaient que des Toulousains, formés par Guinoves, les Clerc, les Josion, les Poitronneau, les Hémans, Maxime Médard, non il n'a pas eu lui, c'était Lièvremont qui a eu Médard. Florian Fritz, qui est l'élu le meilleur joueur du tournoi Destination 2006, qui n'est pas pris à la Coupe du Monde 2007. Hein, du Sautoir, qu'il n'avait pas voulu prendre au départ, forfait de Vermeulen, du Sautoir est rappelé, il est titulaire. Pelouse, le capitaine le plus titré. Michalak, qui plus tard sera le meilleur marqueur de points de l'équipe de France de l'histoire. Donc voilà, et Vincent Clerc, le meilleur marqueur d'essai de toute l'équipe de France, de toute l'histoire de l'U15 de France. Voilà, tous les gros joueurs qui ont marqué l'équipe de France, c'était des Toulousains hein, quasiment. Après, il y a eu Chabal, oui, Dominici, La Maison, enfin, on a eu pas mal, mais la grosse majorité, c'est les Toulousains, formés par Noves. Donc, voilà. S'il a gagné autant de choses, il le doit beaucoup à Guinoves, je pense. Et là, Guinoves hérite d'une équipe, voilà, quoi, de bras cassés. Enfin, pas de bras cassés, il y a des bons joueurs, mais c'est clairement pas le niveau des joueurs qu'avait Laporte. Et en plus de ça, il y a l'Angleterre, qui a enchaîné 16 victoires d'affilée, je sais plus combien. Il y a l'Irlande, qui est quatrième nation mondiale, qui a battu les Blacks. C'est la seule équipe qui avait battu les Blacks pendant que les Blacks étaient invaincus toute une année. L'Écosse, qui a failli être en demi-finale de la Coupe du Monde, qui a jamais eu un niveau aussi élevé. Les Gallois, qui sont entraînés par Warren Gatland maintenant depuis 6 ans, je crois, ou 8 ans, je sais plus. Qui a un très très bon niveau. Donc voilà, moi je vous dis, les victoires, enfin le pourcentage de victoires, c'est le fait que Laporte est une bien meilleure équipe que Noves, donc forcément tu as plus de moyens pour gagner, et surtout il a eu une adversité plus faible. D'ailleurs, voilà, il a une équipe plus forte, donc il gagne. Ouais, là il n'y a pas de problème, là il les défonce, hein, les équipes qui sont plus faibles que lui. Par contre, quand on prend des Argentins morts de faim, ou on prend des Anglais qui savent nous malmener parce que notre style de jeu est un peu similaire au leur, hein, une grosse conquête, défense et un jeu assez physique, hein, mis en place par Laporte. C'était des experts en ça à l'époque, donc ils nous ont pris tout simplement. Et il avait même pris plein de fois dans des test matchs, alors qu'il avait une grosse équipe, il prenait des 47-3, des 45-6 contre les Blacks. Il avait pris une fois au Parc des Princes 52-10 contre les Sud-Africains. Non, Laporte, quand on voit ses 2 premières années, c'est catastrophique. Parce qu'il a fait 8 ans, lui. 2 premières années, c'est catastrophique. Et on l'a laissé pendant 8 ans pour qu'il construise son équipe, et voilà. Et donc je finirai, parce que je ne vais pas trop tarder non plus, sinon les auditeurs vont en avoir un peu marre. Je finirai là-dessus sur les problèmes de l'équipe de France, ce qu'on doit améliorer, ce qu'aurait dû faire Laporte. Donc pour moi, c'est un problème de formation. Donc on n'a plus des mecs qui ont le niveau d'avant.
parce qu'il faut faire un effort sur les formations. C'est une bonne idée d'ailleurs d'avoir Altrad comme sponsor pour mettre de l'argent au insérer de l'argent au rugby amateur. Ensuite, ensuite, ça passe par là, parce qu'après, le problème de la formation, il implique le problème des étrangers, parce que si on n'a pas d'assez bons joueurs de grande qualité, on va forcément chercher des étrangers pour améliorer le niveau du club, c'est logique, mais malgré ça, on attend toujours, parce que Laporte parle de plusieurs réformes, etc. La seule chose qu'il a fait, c'est changer ce staff-là pour mettre une équipe de bras cassés. Hein. J'ai pas vu faire grand-chose d'autre, à part dire il faut fédérer, etc. Alors que quand Noves était au début en équipe de France, quand il appelait, il répondait pas. Donc tu parles de fédérer. Enfin bref. Et du coup, limiter les étrangers à 5 étrangers par club, c'est un peu beaucoup, je l'avoue, de cette réforme. On pourra en laisser plus, mais il faut frapper fort pour vraiment qu'on oblige ces jeunes talents français à vraiment s'améliorer le plus rapidement possible. Donc voilà, il faut passer par la formation de meilleurs joueurs pour avoir moins d'étrangers, même si on doit déjà faire l'effort. Et les problèmes surtout, je pense que malgré la formation, malgré le nombre d'étrangers, qui aurait pu permettre à Guinoves quand même de s'en sortir, déjà qu'on lui mette pas des bâtons dans les roues. Et puis c'est un problème de continuité. Un continuité dans le sens où, sur 2 points, c'est-à-dire par rapport au fait qu'on a des mecs qui se blessent, qui sont en méforme, qui soient fatigués. Donc ça veut dire qu'en gros, tu mets des mecs qui sont bons, mais après la plupart de ces mecs sont blessés. Donc comme ces mecs sont blessés, tu les mets par les remplaçants qui jouent pas trop mal, mais qui n'ont pas encore un niveau suffisant. Donc tu te dis, bon, on va aller chercher des jeunes, mais ces jeunes-là qu'on fait venir, qui ont beaucoup de talent top 14, c'est pas le même niveau qu'au niveau international. Donc du coup, certains sont moyens, certains sont bons, pas très bons. Donc du coup, tu te dis, ah, mais du coup, il faut qu'on remette le titulaire à la base qui avait été très bon, mais le problème, c'est que quand il revient, il n'a pas le même niveau qu'il avait avant de partir. Donc il faut encore retrouver un autre, tu vois. On n'a jamais de continuité à cause de toutes ces blessures. Et ça se fait par... Et la fatigue, etc. Ça se fait par rapport à quoi? Déjà, faut qu'on arrête avec ces phases finales. Hein, barrage, demi-finale, finale. Faut les enlever, ça fait 3 matchs en moins. Et il faut passer à un top 12, ce qui nous permettrait d'économiser 4 matchs en plus. Donc ça nous permet d'économiser 7 matchs, soit le temps du tournoi de destination. Parce que il y a quand même 2 semaines de repos entre le troisième et quatrième match, deuxième, troisième et quatrième match du tournoi de destination. Donc ça passe par là, ça passe par des meilleurs préparateurs physiques. Et ensuite la continuité, parce que le problème en France, on choisit plus l'homme qui va entraîner que le projet. On a pris Laporte, qui avait un jeu principalement d'avant, physique, etc. Même si ça jouait un peu plus que Saint-André. On met un Lièvremont qui veut employer du jeu, etc. Mais pendant 8 ans, il y a eu tout ça, donc il a dû fermer un peu plus. Ces 2 dernières années, il y a eu plus de résultats, mais un peu moins de jeu, même s'il a quand même essayé de contenir ce jeu large. Ensuite, on repasse à un Saint-André qui a le jeu le plus physique, moins ambitieux du monde, après avoir eu un Lièvremont qui a essayé de retirer ce style de jeu vers le haut. Donc on a le mec qui emploie le moins de jeu, et on veut après prendre Guinoves qui est le mec qui envoie le plus de jeux. Il n'y a aucune continuité. Carter avait déclaré, Stevenson a été 8 ans à la tête des avants des Blacks, et après il est devenu sélectionneur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, et puis on se revoit bientôt. Ciao.